Mes parents ont payé la BMW de ma sœur et ont ignoré mes difficultés pendant des années. Quand elle m'a frappé avec une clé à molette, je les ai anéantis au tribunal et je les ai détruits. Les lumières fluorescentes de la salle des urgences de l'hôpital me brûlaient les yeux alors que je reprenais conscience. Une infirmière au trait bienveillant se pencha sur moi. Sa voix était étouffée et lointaine, comme si j'étais sous l'eau. Mon visage lançait une douleur si intense que même respirer était douloureux. Chaque pulsation de mon cœur envoyait une nouvelle vague d'agonie à travers mon crâne. Mademoiselle Bennett, vous m'entendez? Vous avez subi un traumatisme facial important. Nous devons savoir ce qui s'est passé. À travers le brouillard des analgésiques, je pouvais à peine former des mots. Ma mâchoire semblait déplacée, mal alignée d'une manière ou d'une autre. Le côté gauche de mon visage était enflé au point d'être méconnaissable. J'ai essayé de lever la main pour le toucher, mais l'infirmière m'a doucement arrêté. Ne touchez pas, ma chérie. Votre os orbitaire est fracturé et vous avez une grave commotion cérébrale. Il y a aussi des dommages à votre pommette et à votre mâchoire. La police est là. Ils doivent vous parler de la façon dont cela s'est produit. La police. Le mot a percé le brouillard dans mon esprit. J'ai cligné lentement des yeux, essayant de reconstituer le cauchemar qui m'avait amené ici. Le visage suffisant de ma sœur Rachel a surgi dans ma mémoire. Les yeux froids de maman alors qu'elle lui tendait cette clé à molette. La poigne de fer de papa sur mon poignet alors que j'essayais de me protéger. Ma famille, ai-je murmuré, chaque mot envoyant une brûlure à travers mon visage. Ce sont eux. L'officier qui s'est avancé était une femme d'une quarantaine d'années nommée détective Lorraine Harris. Elle a tiré une chaise à côté de mon lit d'hôpital et a ouvert son carnet avec une efficacité routinière. Prenez votre temps, mademoiselle Bennett. Je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin que vous me racontiez tout. Alors, je l'ai fait. À travers les larmes et la douleur, à travers la perfusion de morphine qui faisait traîner mes mots, je lui ai raconté le dîner qui avait détruit ma vie. Tout avait commencé 4 semaines plus tôt, lorsque Rachel avait appelé pour annoncer qu'elle amenait son nouveau petit ami à la maison pour le dîner du dimanche. Ma sœur avait 28 ans, 2 ans de plus que moi, et avait toujours été la favorite de notre famille. Tout ce qu'elle touchait se transformait en or aux yeux de nos parents, tandis que je restais perpétuellement invisible, perpétuellement décevante. J'avais conduit jusqu'à notre maison d'enfance dans la banlieue du Connecticut, une modeste maison à 2 étages qui ne contenait que de mauvais souvenirs pour moi. L'allée était déjà bondée de voitures quand je suis arrivé. La BMW argentée de Rachel brillait à la place la plus proche de la porte. Naturellement. À l'intérieur, maman mettait la table avec sa belle porcelaine, le service qu'elle ne sortait que pour les grandes occasions. Papa était assis dans son fauteuil inclinable à regarder le football, reconnaissant à peine mon arrivée par un grognement. Rien de nouveau. J'avais appris des années auparavant que ma présence s'enregistrait à peine sur le radar. Rachel est entrée en trombe 20 minutes plus tard, son petit ami à sa suite. Il s'appelait Adam et était objectivement beau, dans ce style générique typiquement américain. Grand, athlétique, des cheveux bruns parfaitement coiffés et un sourire qui semblait un peu trop étudié. Il portait une montre chère et un jean de marque qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Tout le monde, voici Adam Walker, annonça Rachel, sa voix vibrante de fierté. Il est banquier d'affaires senior chez Goldman Sachs. Maman s'est presque pâmée. Papa s'est même levé de sa chaise pour serrer la main d'Adam avec un enthousiasme sincère, chose qu'il n'avait jamais faite pour personne avec qui j'étais sorti. Le favoritisme était si flagrant que ça en aurait été drôle si ça n'avait pas été si douloureux. Nous nous sommes assis pour dîner, Rachel et Adam étant bien sûr au centre de l'attention. J'ai pris ma place habituelle au bout de la table, la place réservée à la laissée-pour-compte de la famille. Maman avait préparé un rôti de bœuf, le plat préféré de Rachel, même si elle savait que j'étais végétarienne depuis 4 ans. La conversation se déroulait autour de moi comme si je n'existais pas. Rachel parlait de son travail dans une agence de marketing, de la promotion qu'elle visait, des vacances à Bali qu'elle et Adam prévoyaient. Maman et papa buvaient chacune de ses paroles, posant des questions, riant aux blagues médiocres d'Adam, jouant le rôle de parent fier. Je poussais les légumes dans mon assiette et j'essayais de me faire toute petite, une compétence que j'avais perfectionnée en 25 ans de vie de fille non désirée. Mais ensuite, Adam s'est tourné vers moi. Son regard s'était posé sur moi par intermittence tout au long du repas, et je l'avais remarqué mais j'avais essayé de l'ignorer. Maintenant, il me regardait directement avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Alors, Sarah,
que faites-vous dans la vie? C'était une question simple, polie même, le genre de chose que n'importe qui demanderait lors d'un dîner. Mais au moment où les mots ont quitté sa bouche, la température de la pièce a chuté de plusieurs degrés. Je suis travailleuse sociale, ai-je dit doucement. Je travaille avec des jeunes à risque à New Haven. Oh, c'est intéressant, a dit Adam, semblant sincèrement curieux. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce domaine? J'ai ouvert la bouche pour répondre, pour expliquer comment j'avais trouvé un but en aidant des enfants qui se sentaient aussi invisibles que moi autrefois, quand la voix de maman a tranché l'air comme une lame. Ne fais pas perdre son temps à Adam avec tes histoires ennuyeuses, Sarah. Il est juste poli. Son ton était sec, méprisant, mais on m'avait parlé comme ça toute ma vie. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas répondre. J'aurais dû simplement hocher la tête et rester silencieuse. Mais quelque chose en moi, une minuscule étincelle de défi que je ne savais pas encore exister, m'a poussé à continuer. En fait, c'est un travail très enrichissant. Le mois dernier, j'ai aidé à placer une jeune fille de 17 ans qui... Je ne l'ai pas vue venir. Une seconde, je parlais, et la suivante, il y a eu une explosion de douleur sur le côté gauche de mon visage. L'impact a été si soudain, si violent que mon cerveau n'a pas pu traiter ce qui s'était passé. J'ai senti un goût de cuivre. Le sang a rempli ma bouche. La chaise a basculé en arrière et je me suis écrasé sur le sol, ma tête heurtant le parquet avec un craquement sinistre. À travers ma vision floue, j'ai vu maman debout au-dessus de moi. Elle tenait une clé à molette, un des outils de papa du garage. Son visage était tordu par la rage, par une haine si pure qu'elle m'a coupé le souffle. Voilà ce que tu mérites pour avoir répondu, siffla-t-elle. Pour qui te prends-tu à embarrasser ta sœur devant Adam? La douleur était indescriptible. Je sentais que quelque chose était cassé dans mon visage. Je sentais le sang couler de quelque part. Ma vision nageait. J'ai essayé de me relever, mais mes bras ne coopéraient pas. Puis le rire de Rachel a percé le sifflement dans mes oreilles. Aigu, ravi, cruel. Au moins, maintenant, tu n'es plus si jolie, a-t-elle crié, se tenant le ventre en riant. Tu as vu son visage? Oh mon Dieu! Adam riait aussi. Pas un rire gêné, nerveux, mais un amusement sincère. Comme si ma douleur était la chose la plus drôle qu'il ait jamais vue. J'ai essayé de parler, de demander pourquoi, mais ma mâchoire ne fonctionnait pas correctement. Du sang a bullé sur mes lèvres à la place des mots. Le visage de Rachel est apparu au-dessus de moi, ses yeux pétillants d'une joie malveillante. Je pense qu'un seul coup n'était pas assez. Maman a souri, elle a réellement souri, et a lancé la clé à molette à Rachel comme si elle jouait à la balle lors d'un pique-nique familial. Eh bien, à ton tour. La terreur m'a donné de la force. J'ai essayé de rouler sur le côté, de protéger ma tête avec mes mains, mais papa était soudainement là. Ses mains massives se sont refermées sur mes poignets, m'immobilisant. J'ai lutté, mais il pesait 50 kilos de plus que moi. Ne bouge pas, a-t-il dit calmement, comme s'il me disait de rester immobile pour une photo. Rachel a levé la clé à molette. Je l'ai vu descendre vers mon visage, j'ai vu l'excitation malsaine dans ses yeux, et puis plus rien. Quand je me suis réveillé dans l'ambulance, j'ai sincèrement cru que j'étais morte. Un ambulancier était penché sur moi, parlant d'urgence dans une radio. La sirène hurlait au-dessus de nous. Tout faisait mal. Restez avec moi, n'arrêtait-il pas de dire. Restez éveillé. D'accord, nous y sommes presque. Plus tard, j'ai appris qu'un voisin avait entendu du bruit et appelé le 911. Madame Sanchez, la voisine d'à accent grave côté, avait regardé par la fenêtre de la salle à manger en promenant son chien et avait été témoin de toute la scène. Elle avait immédiatement appelé la police, puis avait frappé à la porte, ce qui a apparemment interrompu tout ce que ma famille avait prévu d'autre pour moi. La détective Lorraine Harris a fini de prendre ma déposition à l'hôpital et m'a promis qu'elle veillerait personnellement à ce que ma famille en subisse les conséquences. Elle a photographié mes blessures, a pris des échantillons de mes vêtements imbibés de sang comme preuve, et a pris des dispositions pour que je parle à un défenseur des victimes. Le lendemain matin, malgré les protestations du médecin, j'ai insisté pour me voir dans un miroir. La femme qui me regardait était méconnaissable. Tout le côté gauche de mon visage était violet et avait doublé de volume. Mon œil était fermé par l'enflure. Des points de suture traçaient des motifs déchiquetés sur ma joue et mon front là où la clé à molette avait fendu la peau. Ma mâchoire était maintenue fermée par des fils pour permettre aux fractures de guérir. Mais mes yeux,
mon seul œil visible, brûlé d'un sentiment que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pas seulement de la colère, bien qu'il y en ait eu beaucoup. Pas seulement de la trahison ou de la peine. Non, ce que je ressentais était une détermination froide et calculée. Ils avaient essayé de me briser. Ils avaient essayé de me détruire, mais j'étais toujours là. Et ils étaient sur le point d'apprendre que la fille qu'ils avaient méprisée toute leur vie était bien plus capable qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. La police les a tous arrêtés dans les 24 heures. Maman, papa et Rachel ont été inculpés d'agression avec circonstances aggravantes, avec des charges supplémentaires de complot et de tentative de meurtre à l'étude. Adam a été interrogé en tant que témoin. Ma chambre d'hôpital est devenue un centre de commandement. La détective Lorraine Harris me rendait visite quotidiennement avec des mises à jour. La procureure du district, une femme vive d'esprit nommée Samantha Green, est venue discuter personnellement de l'affaire. Apparemment, le témoignage oculaire de Madame Sanchez combiné à mes blessures en faisait l'un des cas d'agression les plus clairs qu'elle ait jamais vus. Mais je voulais plus que de simples accusations criminelles. Je voulais qu'il ressente la même impuissance, la même humiliation qu'il m'avait infligée toute ma vie. De mon lit d'hôpital, j'ai passé des appels. Le premier fut à mon avocat, Michael Brooks, le mari d'une ancienne collègue spécialisée en droit de la famille et en contentieux civil. Il est arrivé en quelques heures, a jeté un coup d'œil à mon visage, et son expression s'est durcie. « Nous allons les anéantir », a-t-il dit simplement. « Racontez-moi tout. » Je l'ai fait. Pas seulement sur l'agression, mais sur toute une vie de violence, de négligence et de favoritisme qui avait mené à ce moment. Les anniversaires oubliés. Les remises de diplômes que mes parents avaient manquées parce que Rachel avait un match de football. Le Noël de mes 13 ans où j'ai reçu une seule paire de chaussettes tandis que Rachel ouvrait cadeau après cadeau. La fois au lycée où j'ai été inscrite au tableau d'honneur et où papa m'a dit que je me la jouais. Michael prenait des notes, son stylo se déplaçant furieusement sur son bloc-notes. « C'est un schéma de violence », a-t-il dit. « Nous pouvons utiliser ça. Avez-vous documenté quoi que ce soit ? Je tenais des journaux intimes, ai-je admis. J'ai commencé à 15 ans. Chaque fois que j'étais ignoré, rabaissé ou blessé, j'avais juste besoin d'un endroit pour mettre tous ces sentiments. Ses yeux se sont illuminés. Où sont ces journaux ? Dans un garde-meuble à New Haven. J'ai quitté mon appartement l'année dernière et j'y ai mis quelques affaires. Les journaux sont dans une boîte étiquetée et personnelle. J'en aurai besoin. Ils seront des preuves cruciales pour l'affaire pénale et pour le procès civil que je vais intenter en votre nom. Au cours de la semaine suivante, alors que mon visage commençait lentement à guérir, Michael a bâti notre dossier. Il a récupéré mes journaux et les a fait copier et authentifier. Il a interrogé d'anciens professeurs, de vieux voisins, toute personne ayant été témoin du traitement différentiel entre Rachel et moi. Il a rassemblé des documents financiers montrant que mes parents avaient payé l'intégralité des études universitaires de Rachel alors que j'avais contracté des prêts pour les miennes. Il a trouvé le fonds d'études que ma grand-mère nous avait laissé à toutes les deux, pour découvrir que mes parents avaient donné ma part à Rachel pour acheter sa BMW. Les preuves étaient accablantes, irréfutables, une trace écrite de la trahison parentale s'étendant sur des décennies. Pendant ce temps, l'affaire pénale avançait. Ma famille avait engagé des avocats chers, et ils prétendaient que c'était un accident, que je les avais provoqués, que j'étais mentalement instable et que je m'étais blessé moi-même. Mais ensuite, Madame Sanchez a témoigné devant le grand jury. Elle a décrit avec des détails amers avoir vu par la fenêtre ma mère me frapper avec la clé à molette, Rachel se préparer à me frapper à nouveau et mon père me maintenir au sol. Elle a décrit leur rire, leur sourire, la cruauté désinvolte de tout cela. Le grand jury les a inculpés tous les trois de multiples chefs d'accusation. Adam a été inculpé de complicité après les faits pour ne pas avoir appelé le 911 et pour avoir tenté de les aider à créer une fausse histoire. La prestigieuse agence de marketing de Rachel l'a mise en congé immédiat. L'entreprise de construction de papa l'a retirée de sa police d'assurance. Maman a perdu son poste au conseil de l'église quand le pasteur a appris ce qui s'était passé. Leur vie parfaite s'effondrait, et je regardais cela se produire depuis ma convalescence avec une satisfaction sinistre. Mais je n'avais pas fini. Michael a intenté une action en justice civile pour obtenir des dommages et intérêts pour agression, coups et blessures, détresse émotionnelle et une vie de violence et de négligence. Nous avons demandé 782 000 €, un chiffre calculé sur la base de leurs actifs réels et de leur potentiel de revenus futurs. Ils n'ont pas ce genre d'argent, m'a dit Michael.
Mais ils ont la valeur nette de la maison, des comptes de retraite, la BMW de Rachel, des objets de valeur. Nous prendrons tout. Les dépositions ont été brutales. Michael était sans pitié, sortant des extraits de journal, des photographies, des dossiers scolaires. Il a fait venir ma conseillère d'orientation du lycée, qui a témoigné qu'elle avait soupçonné des abus, mais ne pouvait pas le prouver. Il a trouvé les notes de mon pédiatre exprimant son inquiétude quant à mon faible poids et à mon attitude renfermée quand j'étais enfant. Ma mère a pleuré pendant sa déposition, jouant la victime. Je ne sais pas ce qui s'est passé, sanglotait-elle. J'ai juste craqué. Sarah a toujours été si difficile, si ingrate. Rachel était provocante. Elle ruinait ma relation avec Adam. Elle essaie toujours de m'éclipser. Papa a à peine parlé. Il est resté assis là, l'air mal à l'aise, réalisant probablement que ses économies de retraite étaient sur le point de disparaître. Le procès pénal a eu lieu en premier, 12 mois après l'agression. J'ai dû témoigner. J'ai dû m'asseoir à cette barre et raconter la pire nuit de ma vie pendant que ma famille me fixait depuis le banc de la défense. Mon visage avait guéri à ce moment-là, mais les cicatrices restaient, des lignes blanches fines qui me marqueraient pour toujours. Le jury a délibéré moins de 2 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Maman a pris 6 ans. Papa a pris 5 ans. Rachel a pris 6 ans. Adam a eu 2 ans de probation et des travaux d'intérêt général. La salle d'audience a explosé. Rachel a crié que ce n'était pas juste, que j'avais ruiné sa vie. Maman a pleuré. Papa avait juste l'air vide, vaincu. Je n'ai ressenti qu'une satisfaction froide. En sortant de ce palais de justice, j'ai remarqué à quel point le monde semblait différent. Le ciel paraissait plus lumineux, l'air plus pur. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'impression de porter un rocher sur mes épaules. Le poids de leur violence, de leur jugement, de leur mépris constant avait été soulevé par 12 étrangers qui avaient examiné les preuves et déclaré ce que j'avais toujours su. J'étais la victime et ils étaient des monstres. Les médias se sont emparés de l'histoire en quelques jours. Les chaînes de télévision locales ont diffusé des reportages sur la maison des horreurs de la banlieue du Connecticut. Les journalistes campaient devant le palais de justice, devant la maison de mes parents, et même devant l'hôpital où j'avais été initialement traité. Tout le monde voulait savoir comment une famille pouvait faire une chose pareille à sa propre fille. J'ai d'abord refusé toutes les demandes d'interview. Michael m'a conseillé de garder le silence jusqu'après le procès civil, mais l'histoire s'est répandue quand même. Quelqu'un a divulgué mes journaux à la presse, et soudain des extraits ont été publiés dans les journaux de tout l'État. Les gens lisaient les tentatives désespérées de mon moi de 15 ans pour comprendre pourquoi mes parents aimaient Rachel mais me toléraient à peine. Ils lisaient le matin de Noël où, à 17 ans, j'ai trouvé une boîte vide sous le sapin avec mon nom dessus tandis que Rachel ouvrait un nouvel ordinateur portable. L'indignation publique a été immédiate et intense. Les médias sociaux ont explosé avec des hashtags. Des inconnus m'ont envoyé des messages de soutien, partageant leurs propres histoires de violence et de négligence familiale. Certaines personnes me reconnaissaient dans la rue et s'approchaient pour me dire à quel point j'étais courageuse. C'était écrasant et étrange, et d'une certaine manière, validant d'une façon que je n'aurais jamais attendue. Mais tout le monde n'était pas sympathique. Les amis de Rachel ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux affirmant que je mentais, que j'avais toujours été jalouse d'elle, que j'avais en quelque sorte tout orchestré pour détruire leur famille parfaite. Ils ont posté de vieilles photos de réunions de famille où j'apparaissais souriante, comme si un sourire sur une photo annulait des années d'abus systématiques. Une des sœurs de sororité de Rachel, une femme nommée Bethany, est passée sur une radio locale et m'a traité de manipulatrice. Sarah a toujours été bizarre, a-t-elle dit. Toujours à jouer la victime. Rachel m'a dit il y a des années que Sarah inventait des histoires pour attirer l'attention. J'ai écouté cette interview dans le bureau de mon avocat. Mes mains se sont serrées si fort que mes jointures sont devenues blanches. Michael m'observait attentivement, probablement inquiet que je fasse quelque chose d'irréfléchi. « Laissez-moi m'en occuper », a-t-il dit. J'enverrai une lettre de mise en demeure. Si elle continue, nous l'ajouterons au procès civil pour diffamation. Mais quelque chose a changé en moi pendant cette interview. J'ai réalisé que garder le silence n'était plus une option. Les gens devaient entendre ma version directement, avec mes propres mots, non filtrés par les journalistes ou les transcriptions de tribunal. J'ai organisé une conférence de presse pour la semaine suivante. Michael a essayé de m'en dissuader,
craignant que tout ce que je dirais puisse être utilisé contre moi d'une manière ou d'une autre, mais j'en avais fini de me cacher. J'avais passé 25 ans à me rendre invisible pour maintenir la paix dans une famille qui me haïssait. Plus jamais. La conférence de presse a eu lieu dans un centre communautaire à New Haven. Je portais une simple robe bleu marine et un maquillage minimal. Mes cicatrices étaient visibles, de fines lignes blanches qui captaient la lumière des caméras. J'avais passé 1 heure ce matin-là à décider si je devais les couvrir avec du fond de teint, mais j'ai finalement choisi de les laisser voir. Elles faisaient partie de mon histoire, la preuve de ce qui m'avait été fait. La salle était bondée. Les caméras s'alignaient sur le mur du fond. Les journalistes remplissaient les sièges, leurs enregistreurs et leurs carnets prêts. Je me suis approché du micro et j'ai pris une profonde inspiration. Je m'appelle Sarah Bennett, et je veux vous dire qui je suis vraiment, ai-je commencé. Ma voix tremblait légèrement, mais j'ai continué. Je ne suis pas la fille ingrate que ma famille prétend. Je ne suis ni une menteuse ni une personne en quête d'attention. Je suis quelqu'un qui a survécu à 25 ans de violence émotionnelle systématique, de négligence et de favoritisme qui ont abouti à ce que ma mère, mon père et ma sœur tentent de me tuer. J'ai parlé pendant 20 minutes sans notes. J'ai parlé de grandir invisible, de voir Rachel tout recevoir pendant que je ne recevais rien. J'ai parlé des petites cruautés qui se sont accumulées au fil des ans jusqu'à ce que je crois que je méritais d'être traité comme si je ne valais rien. J'ai parlé du moment où j'ai réalisé que ma famille ne se contentait pas de ne pas m'aimer. Ils voulaient activement me faire du mal. Quand j'ai fini, les questions ont fusé. Comment c'était de témoigner contre ma famille? Est-ce que je regrettais de les avoir dénoncés? Que voulais-je que les gens sachent? Je veux que les gens sachent que la violence familiale est réelle et insidieuse, ai-je dit. Ce ne sont pas toujours des bleus visibles. Parfois, c'est être systématiquement effacé, être amené à sentir que votre existence est un inconvénient. Et je veux que les autres personnes qui vivent cela sachent que ce n'est pas de votre faute et que vous méritez mieux. La conférence de presse est devenue virale. En 24 heures, la vidéo avait été vue plus de 2,5 millions de fois. Les grandes chaînes d'information l'ont reprise. J'ai été invité à des talk-shows nationaux, bien que j'en ai décliné la plupart. L'histoire est devenue plus grande que ma seule famille. Elle est devenue une conversation sur la violence psychologique et la façon dont certains enfants sont transformés en boucs émissaires par leurs propres parents. Mon téléphone sonnait constamment. D'anciennes connaissances à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont contacté. Beaucoup s'excusant de ne pas avoir remarqué ce qui se passait, de ne pas être intervenu. Mais l'appel le plus surprenant est venu de la femme d'Adam Walker, Rebecca. Elle m'a contacté par l'intermédiaire du bureau de mon avocat, demandant si je serais prête à lui parler. Nous nous sommes rencontrés dans un café à Manhattan, en territoire neutre. Rebecca était élégante et posée, son alliance visiblement absente. Elle était belle d'une manière raffinée, avec des cheveux sombres et des yeux intelligents qui en avaient clairement trop vu. Je veux que vous sachiez que je n'en avais aucune idée, a-t-elle dit immédiatement. À propos d'Adam et de votre sœur, à propos de tout ça. Je pensais qu'ils travaillaient tard tous ces soirs. Je ne suis pas sûr de la raison pour laquelle vous vouliez me rencontrer, ai-je dit prudemment. Je ne sais rien de votre mariage ou d'Adam au-delà de ce qui s'est passé cette nuit-là. Rebecca a enlacé ses mains autour de sa tasse de café. Je voulais vous rencontrer parce que je divorce de lui et j'ai besoin de comprendre avec qui j'étais marié. Un homme qui pouvait regarder ce que votre famille vous a fait et en rire. J'ai besoin de savoir s'il y avait d'autres signes que j'ai manqués. Nous avons parlé pendant 2 heures. Rebecca m'a parlé du comportement contrôlant d'Adam, de son besoin d'avoir toujours raison, de la façon dont il la rabaissait subtilement devant leurs amis. Elle m'a parlé des messages qu'elle avait trouvés sur son téléphone de plusieurs femmes, pas seulement Rachel. Elle m'a raconté comment il l'avait manipulée quand elle l'avait confrontée, la faisant se sentir folle d'être soupçonneuse. Votre courage à porter plainte m'a aidé à trouver le mien, a-t-elle dit. Je vous ai vu au procès, témoignant de ce qu'ils ont fait, et j'ai réalisé que je n'avais pas à rester avec quelqu'un qui me faisait peur. Nous avons échangé nos numéros et sommes restés en contact. Rebecca est devenue l'une de mes premières clientes lorsque j'ai finalement ouvert mon cabinet d'avocat. Je l'ai aidé à gérer son divorce et à se battre pour la garde exclusive de ses enfants. Adam s'est battu, bien sûr, mais son casier judiciaire a facilité les choses. Aucun juge ne voulait confier la garde à un homme qui était resté les bras croisés pendant que quelqu'un se faisait battre jusqu'à l'inconscience. La préparation du procès civil a occupé les semaines suivantes.
Michael et son équipe ont travaillé sans relâche pour monter notre dossier. Ils ont interrogé tout le monde de mon enfance, professeurs, voisins, mon pédiatre, même les parents d'amis avec qui j'avais joué à l'école primaire. Madame Henderson, qui habitait à 4 maisons de mes parents, a témoigné qu'elle me voyait souvent assise seule dans le jardin pendant des heures alors que les amis de Rachel allaient et venaient. J'ai toujours trouvé ça bizarre, a-t-elle dit. Sarah était une enfant si douce, mais elle semblait toujours si triste. J'ai demandé à sa mère à ce sujet une fois, et elle m'a repoussé. Elle a dit que Sarah préférait être seule. Mon institutrice de CE1, Madame Patterson, maintenant à la retraite, s'est manifestée avec des dossiers qu'elle avait conservés. J'ai documenté des inquiétudes concernant Sarah chaque année où je l'ai eue en classe, a-t-elle expliqué. Elle venait régulièrement à l'école sans déjeuner. Ses vêtements étaient souvent usés ou mal ajustés. Pendant ce temps, j'ai eu sa sœur en classe quelques années plus tard, et Rachel avait toujours le meilleur de tout. Cela m'a profondément troublé. J'ai signalé la situation au service de protection de l'enfance 2 fois, mais ils ont enquêté et classé l'affaire les 2 fois. Les parents étaient doués pour faire bonne figure lors des visites à domicile, et il n'y avait pas de blessure physique à l'époque. Le système a laissé tomber Sarah. Chaque témoignage, chaque document, chaque photographie brossait le tableau d'une enfance marquée par l'exclusion intentionnelle et la cruauté émotionnelle. Michael a organisé tout cela en une présentation qui a rendu les avocats de mes parents visiblement mal à l'aise pendant les dépositions. La déposition de ma mère a été particulièrement révélatrice. Michael avait le don de poser des questions qui semblaient innocentes mais qui acculaient le témoin. Madame Bennett, pouvez-vous me dire pourquoi la chambre de Sarah était significativement plus petite que celle de Rachel? Rachel était plus âgée. Elle avait besoin de plus d'espace. Mais quand Rachel a déménagé pour l'université, avez-vous donné à Sarah la plus grande chambre? Une pause. Non, nous l'avons transformée en salle de loisirs créatifs. Donc, vous avez choisi de faire une salle de loisirs créatifs plutôt que de donner plus d'espace à votre fille cadette. Sarah ne l'a jamais demandé. Sarah a-t-elle jamais demandé quoi que ce soit que vous lui ayez donné? Une autre pause. Plus longue cette fois. Elle savait que l'argent était rare. Mais l'argent n'était pas rare pour la fête des 16 ans de Rachel, n'est-ce pas? J'ai ici des reçus montrant que vous avez dépensé plus de 9 200 € pour cet événement. Sarah a-t-elle eu une fête pour ses 16 ans? Sarah a dit qu'elle n'en voulait pas, avez-vous une preuve de cela? Silence. Michael a sorti un de mes journaux, déjà versé au dossier. Votre honneur, j'aimerais lire l'entrée du journal de Sarah datée de 2 semaines avant son 16e anniversaire. L'anniversaire des 16 ans de Rachel est dans 4 mois et maman le prépare depuis 6 mois déjà. J'ai demandé si je pouvais peut-être avoir une petite fête pour mon anniversaire avec juste quelques amis de l'école. Et maman m'a regardé comme si j'avais demandé $1 million. Elle a dit, on verra. C'est ce qu'elle dit toujours quand la réponse est non. Je ne sais pas pourquoi j'ai même demandé. Je devrais le savoir maintenant. Le visage de ma mère était devenu pâle. Son avocat a objecté, mais le mal était fait. Ils ont essayé toutes les manœuvres légales pour réduire les dommages et intérêts que nous demandions. Leurs avocats ont soutenu que la compensation monétaire ne pouvait pas défaire le passé, que ma famille n'avait pas les ressources pour payer une somme aussi importante, que j'étais vindicative plutôt que de chercher la justice. La réponse de Michael a été méthodique et brutale. Les défendeurs avaient les ressources pour financer les études universitaires de Rachel, lui acheter un véhicule de luxe et lui fournir tous les avantages. Ils ont choisi d'exclure Sarah de ses bénéfices malgré une responsabilité égale envers les 2 enfants. Ce n'était pas de la pauvreté. C'était de la privation intentionnelle. Nous avons calculé leurs actifs totaux, y compris une valeur nette de la maison d'environ 225 000 €, des fonds de retraite combinés de 345 000 €, et des actifs supplémentaires. Ils ont les moyens de payer. Il a fait venir des experts économiques qui ont calculé la valeur de ce que j'aurais dû recevoir en grandissant, ma part du fonds d'études, l'équivalent monétaire des cadeaux que Rachel a reçus et pas moi, même la valeur de l'attention parentale et du soutien émotionnel. Dr Reynolds, selon votre opinion professionnelle en tant que psychologue pour enfants, quel impact le favoritisme parental systématique a-t-il sur l'enfant défavorisé? Le Dr Reynolds, une experte respectée qui avait examiné mon dossier, a ajusté ses lunettes. La recherche est claire. Les enfants qui sont systématiquement favorisés par rapport à leurs frères et sœurs développent un sentiment de droit et des tendances narcissiques. Mais l'enfant bouc émissaire développe souvent un TSPT complexe, une dépression,
de l'anxiété et une estime de soi profondément endommagée. Les journaux de Sarah montrent des symptômes classiques de cette dynamique. Elle a intériorisé le traitement de ses parents comme une preuve de sa propre indignité plutôt que de reconnaître leur abus. Ces dommages peuvent-ils être quantifiés en termes monétaires? Le coût à vie de la thérapie nécessaire pour traiter ce niveau de traumatisme peut facilement atteindre une somme à 6 chiffres. De plus, les enfants boucs émissaires ont souvent des difficultés professionnelles et personnelles en raison d'une estime de soi endommagée, ce qui affecte le potentiel de revenus et la stabilité relationnelle. Les effets d'entraînement sont énormes. La défense a essayé de faire valoir que j'avais l'air d'aller bien, que j'avais un travail et un appartement, que j'étais fonctionnel. Michael a contré en faisant témoigner mon thérapeute sur l'anxiété et la dépression sévère que j'avais combattu depuis l'adolescence, le trouble alimentaire que j'avais développé à 16 ans, l'automutilation à laquelle je m'étais livré à 18 ans. Sarah a appris à cacher sa douleur parce que l'exprimer était dangereux dans sa famille, a expliqué mon thérapeute. Elle est devenue une experte pour paraître bien alors qu'intérieurement, elle s'effondrait. Ce n'est pas de la résilience. C'est de la survie. Pendant une pause dans les débats, je suis allé aux toilettes du palais de justice et je me suis enfermé dans une cabine. Le poids de voir toute mon enfance disséquée en public était écrasant. Chaque souvenir douloureux était traîné à la lumière, examiné, catalogué comme preuve. C'était nécessaire, mais c'était aussi atroce. J'ai entendu la porte des toilettes s'ouvrir et 2 femmes sont entrées, leur voix résonnant sur le carrelage. Tu peux croire cette affaire? Qui fait ça à son propre enfant? Je sais. Et la sœur est encore pire, d'une certaine manière. Au moins, les parents sont vieux et ancrés dans leurs habitudes. Mais la sœur est jeune. Elle aurait dû savoir. Tu as vu le visage de la mère quand ils ont montré ces extraits de journal? On aurait dit qu'elle voulait disparaître. Bien. Elle devrait avoir honte. Elles sont parties, sans jamais savoir que j'étais là. Sans jamais savoir que leur validation désinvolte signifiait plus pour moi qu'elles ne pourraient l'imaginer. Pendant si longtemps, je m'étais demandé si le problème venait de moi. Peut-être que j'étais trop sensible, trop nécessiteuse, trop. Entendre des étrangères reconnaître la violence sans qu'on le leur demande a aidé à faire taire cette voix cruelle dans ma tête. Le procès civil a duré 4 semaines. Le jury a entendu des dizaines de témoins, examiné des centaines de pages de documents et vu des photos de moi à différents âges, toujours en marge des photos de famille, toujours légèrement floues, comme si même l'appareil photo ne pouvait pas tout à fait me voir. Les plaidoiries finales étaient théâtrales. L'avocat de mes parents m'a dépeinte comme vengeresse et avide d'argent, quelqu'un qui ne pouvait pas accepter que sa sœur ait plus de succès et qui s'en prenait à sa famille. La plaidoirie de Michael était plus calme, mais plus puissante. Il a montré au jury une photo de moi à 8 ans, assise seule à une fête d'anniversaire pendant que Rachel ouvrait des cadeaux. Voici Sarah, le jour de son propre anniversaire, a-t-il dit. Rachel venait d'ouvrir un cadeau qui était censé être pour Sarah. Regardez son visage. Est-ce de la jalousie ou est-ce le visage d'une enfant qui a déjà appris qu'elle ne compte pas? Il les a guidés à travers toute mon enfance, année par année, exemple par exemple. Il leur a montré le schéma, l'exclusion systématique, la cruauté désinvolte. Les défendeurs veulent que vous croyiez qu'il s'agit de rivalité fraternelle, a-t-il dit. Mais ce n'est pas de la rivalité. La rivalité implique la compétition. Sarah n'a jamais été autorisée à concourir. Elle a simplement été effacée. Le jury a délibéré pendant 7 heures. Quand ils sont revenus, la présidente du jury m'a regardé droit dans les yeux en lisant le verdict. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le jury m'a accordé 3,7 millions d'euros de dommages et intérêts, plus que ce que nous avions demandé. Le juge a qualifié la violence que j'avais subie de « systématique et inadmissible » et a loué ma résilience. Pour recouvrer le jugement, le tribunal a ordonné la vente de la maison de mes parents, la liquidation de leur compte de retraite, la saisie de la BMW de Rachel et de ses économies, tout ce pour quoi ils avaient travaillé, parti en fumée. L'exécution du jugement a été gérée par l'administratrice judiciaire nommée par le tribunal, une femme pragmatique nommée Margaret Hoffman, qui faisait ce travail depuis 30 ans. Elle était efficace et sans pitié, ce qui me convenait parfaitement. J'ai été autorisé à être présente lors de l'inventaire de la maison de mes parents pour la vente. J'ai demandé à Michael de m'accompagner pour une protection juridique, mais aussi pour un soutien moral. Rentrer dans cette maison pour la première fois depuis l'agression était surréaliste. La salle à manger avait été nettoyée, bien sûr.
Aucune trace de mon sang ne restait sur le parquet, mais je pouvais encore le voir dans mon esprit. Je pouvais encore sentir l'impact de la clé à molette. Je pouvais encore entendre leur rire. Les maux de tête dus à la lésion cérébrale traumatique que j'avais subie rendaient les souvenirs encore plus vifs, comme si mon cerveau endommagé avait cristallisé ce moment avec une clarté parfaite et terrible. Le neurologue m'avait prévenu que les migraines et les pertes de mémoire occasionnelles pourraient être permanentes. L'équipe de Margaret se déplaçait dans la maison, cataloguant tout ce qui avait de la valeur. La porcelaine de maman, le service qu'elle avait utilisé pour le dîner de Rachel avec Adam, était emballé dans des boîtes. Les outils de papa, y compris les clés à molette, étaient inventoriés et étiquetés. Les trophées d'enfance de Rachel ont été laissés derrière. Ils n'avaient aucune valeur de revente. Je me suis retrouvé dans mon ancienne chambre. Elle était exactement comme je l'avais laissée des années auparavant en déménageant. Un lit simple avec une couette délavée, un petit bureau, des murs peints d'un beige sale. À travers le mur, j'entendais l'équipe de Margaret dans la chambre de Rachel, qui était 2 fois plus grande avec une salle de bain attenante. Par impulsion, j'ai ouvert le placard. Quelques vieux vêtements y étaient encore suspendus. Des choses que je n'avais pas pris la peine de prendre. Mais au fond, derrière une boîte de vieux manuels scolaires, j'ai trouvé quelque chose qui m'a coupé le souffle. Une petite boîte en bois, du genre qui pourrait contenir des bijoux. Je l'ai sortie et l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des trésors de mon enfance, une fleur séchée de mon bal de fin de collège où j'étais allé seul, un ticket de cinéma pour lequel j'avais économisé mon argent de poche pendant des mois, une carte d'anniversaire de ma grand-mère décédée quand j'avais 13 ans, la seule personne qui semblait m'avoir jamais vraiment aimé. Et sous ces objets, d'autres journaux, ceux que j'avais oubliés de mes premières années d'écriture. J'en ai ouvert un et j'ai vu mon écriture de 11 ans. Aujourd'hui, c'était la fête d'anniversaire de Rachel. Maman a dit que je pouvais aider à servir le gâteau. J'ai dit que je pourrais peut-être aussi avoir une fête quand ce sera mon anniversaire. Maman a dit on verra. Elle dit toujours on verra. J'ai pris la boîte. Margaret l'a remarqué mais n'a rien dit. C'était mes biens, après tout. L'ordonnance du tribunal m'autorisait à récupérer tout ce qui m'appartenait de droit. En partant, les voisins regardaient depuis leurs fenêtres et leur jardin. Certains ont détourné le regard quand j'ai croisé leur regard. D'autres me fixaient ouvertement. Je me suis demandé combien avaient su, avaient soupçonné, et n'avaient rien dit. Madame Sanchez était là, cependant, debout sur son porche. Elle m'a fait un petit signe de tête, et j'ai répondu. Elle avait été la seule assez courageuse pour agir. La maison s'est vendue rapidement malgré sa sombre histoire. Un jeune couple avec un bébé l'a achetée, ignorant ou indifférent à ce qui s'y était passé. J'espère qu'ils la rempliront d'amour, que leur enfant grandira en se sentant désiré et apprécié. Peut-être que cela purifierait l'endroit d'une manière ou d'une autre. Mais regarder quelqu'un d'autre emménager dans la maison de mon enfance a suscité des émotions inattendues. Pas de la nostalgie. Je n'avais aucun souvenir heureux là-bas. Plutôt, un étrange sentiment de finalité. Ce chapitre était vraiment terminé. Le bâtiment qui avait abrité ma misère serait le nouveau départ de quelqu'un d'autre. La BMW de Rachel a été vendue aux enchères. J'ai assisté à la vente, assise au dernier rang. La voiture s'est vendue pour 41 400 €. J'ai pensé à toutes les fois où Rachel était arrivée dans cette voiture. Comment elle l'avait traitée comme un insigne d'honneur, une preuve de l'amour de nos parents. Maintenant, elle appartenait à un inconnu qui voulait juste une bonne affaire sur un véhicule de luxe. Les comptes de retraite de mes parents ont été vidés et transférés sur un compte séquestre. Papa avait travaillé dans la construction pendant 40 ans, construisant son plan d'épargne retraite lentement et soigneusement. Maman avait travaillé à temps partiel comme comptable et avait un modeste plan d'épargne. Combiné, cela représentait environ 345 000 €, partis en un instant. J'ai pensé au visage de papa lorsque l'huissier de justice lui a signifié les papiers à la prison. Il avait vieilli de 10 ans depuis son arrestation, ses cheveux maintenant complètement gris, des rides profondes creusées autour de ses yeux. Pendant un instant, j'avais ressenti quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Puis je me suis souvenu de sa main serrée sur mon poignet, me tenant immobile pendant que Rachel se préparait à me frapper à nouveau, et le sentiment s'est évaporé. Le compte d'épargne de Rachel contenait 13 800 €, tout ce qu'elle avait réussi à économiser en travaillant dans l'agence de marketing. Cela aussi a été saisi. Ainsi que ses bijoux, y compris le collier en diamant que nos parents lui avaient offert pour sa remise de diplôme universitaire.
Mon cadeau de remise de diplôme avait été une carte avec 69 € à l'intérieur. Mais la partie la plus satisfaisante a été la destruction sociale. L'argent était important, mais voir leur réputation s'effondrer était une récompense en soi. L'église de maman a tenu une réunion après le procès où ils ont formellement révoqué son adhésion. Elle y avait été active pendant 30 ans, dirigeant des études bibliques et organisant des événements caritatifs. Le pasteur a publié une déclaration disant que l'Église ne pouvait pas tolérer un comportement aussi peu chrétien et que les actions de ma mère étaient contraires à tout ce qu'il défendait. Les frères syndicaux de papa se sont retournés contre lui aussi. Les travailleurs de la construction ont leur propre code, et attaquer son propre enfant violait quelque chose de fondamental. Ses anciens collègues ont donné des interviews disant qu'ils étaient dégoûtés, qu'ils n'auraient jamais travaillé à ses côtés s'ils avaient su de quoi il était capable. La sororité universitaire de Rachel a publié une déclaration la désavouant. Ils ont retiré son nom de leur annuaire d'anciens élèves et ont retourné un don qu'elle avait fait l'année précédente. Ses anciennes sœurs de sororité ont donné des interviews la qualifiant de monstre, bien que je me souvienne que beaucoup d'entre elles avaient fait partie de la campagne sur les réseaux sociaux la défendant. Apparemment, les principes étaient flexibles lorsque l'opinion publique changeait. Adam a tout perdu aussi, même si sa peine était plus légère. Goldman Sachs l'a licencié immédiatement, citant une clause de moralité dans son contrat. Sa réputation professionnelle a été détruite. La banque d'investissement est un petit monde et la nouvelle s'est répandue rapidement. Il n'a pas pu trouver de travail dans une entreprise réputée. J'ai engagé un détective privé non seulement pour enquêter sur le mariage d'Adam, mais pour les suivre tous. Je voulais savoir où ils étaient, ce qu'ils faisaient, comment ils survivaient. Certains pourraient appeler cela obsessionnel, mais j'appelais cela de l'autoprotection. Ces personnes avaient essayé de me tuer. J'avais besoin de savoir qu'ils ne pourraient plus me faire de mal. L'enquêteur, un ancien agent du FBI nommé Marcus Rivera, était cher mais minutieux. Il fournissait des rapports mensuels avec des photographies et des informations détaillées. Papa, en prison, restait principalement seul. Il s'était fait agresser 2 fois par d'autres détenus qui avaient entendu ce qu'il avait fait. Apparemment, même les criminels ont des normes. Il passait la plupart de son temps à la bibliothèque de la prison à lire des westerns, évitant la cour, comptant les jours de sa peine. Maman a eu plus de mal. Elle était plus fragile, plus faible, non préparée à la dure réalité de l'incarcération. Elle avait une compagne de cellule qui lui volait ses articles de cantine. Elle pleurait lors des appels téléphoniques aux quelques amis qui acceptaient encore ses appels en PCV. Le psychiatre de la prison l'avait mise sous antidépresseur. Rachel était dans un établissement pour femmes à 3 heures de route. Selon les sources de Marcus, elle avait été une détenue à problème au début, se battant, répondant aux gardiens. Elle a passé 30 jours à l'isolement après avoir jeté de la nourriture sur une autre détenue, mais elle a fini par s'adapter. Elle a obtenu un emploi à la bibliothèque de la prison et a commencé à assister aux services religieux, espérant probablement que cela ferait bonne impression pour la libération conditionnelle. Adam a emménagé de nouveau chez ses parents dans le New Jersey après que sa femme a pris l'appartement lors du divorce. Il travaillait comme représentant du service clientèle dans une compagnie d'assurance, une descente humiliante par rapport à son ancien poste. La photo de Marcus le montrait hagard et défait, prenant du poids, ses vêtements chers remplacés par des tenues de bureau bon marché. Chaque rapport apportait une sombre satisfaction. Il subissait les conséquences. Il menait des vies diminuées. Ils expérimentaient une fraction de ce qu'ils m'avaient fait subir. Mais moi, je construisais quelque chose de mieux. Avec l'argent du règlement, j'ai fait plusieurs choses. D'abord, j'ai remboursé intégralement mes prêts étudiants, près de 83 000 € qui pesaient sur moi depuis l'obtention de mon diplôme. La liberté d'être sans dette était enivrante. Ensuite, je me suis acheté un appartement en copropriété dans le centre-ville de New Haven. Un magnifique 2 pièces avec des briques apparentes et d'immenses fenêtres. Je l'ai meublé avec soin, choisissant chaque pièce intentionnellement. Tout était à moi, choisi par moi, reflétant mes goûts. C'était le premier espace que j'habitais qui me semblait vraiment être un foyer. J'ai également investi une partie importante en travaillant avec un conseiller financier pour bâtir une sécurité à long terme. Grandir sans rien m'avait appris la valeur de la stabilité. Je ne voulais plus jamais être vulnérable. La fondation Sarah Bennett est devenue mon projet passion. J'ai travaillé avec des consultants en organisation à but non lucratif pour la structurer correctement, j'ai embauché du personnel, développé des programmes. Nous fournissions un soutien juridique aux victimes de violences familiales,
financions des thérapies pour les survivants et avons créé un refuge spécifiquement pour les jeunes adultes éloignés de familles abusives. Notre première cliente était une jeune de 19 ans nommée Sophie, dont les parents l'avaient mise à la porte parce qu'elle était gay. Elle dormait dans sa voiture depuis 4 semaines quand elle nous a trouvés. Nous l'avons installée dans le refuge, l'avons aidée à demander une aide financière pour l'université, l'avons mise en contact avec un thérapeute spécialisé dans le rejet familial. 7 mois plus tard, Sophie se tenait dans mon bureau, les larmes aux yeux. « Vous m'avez sauvé la vie », a-t-elle dit. « Je ne sais pas où je serais sans cet endroit. » Je l'ai serré dans mes bras et j'ai pensé à mon moi plus jeune, désespéré et seul, sans nulle part où aller. « Tu t'es sauvé toi-même, lui ai-je dit. Nous t'avons juste donné les outils. » La fondation a grandi rapidement. Les dons ont afflué après la couverture médiatique de mon histoire. Nous sommes passés d'un refuge à 3 dès la première année. Nous avons embauché plus de personnel, développé plus de programmes. Chaque personne que nous aidions me semblait être une petite victoire contre tout ce que ma famille m'avait fait. Mais la faculté de droit a été le véritable tournant. J'ai postulé sur un coup de tête, ne m'attendant pas vraiment à être accepté. Mes notes de premier cycle avaient été bonnes, mais pas exceptionnelles, plombées par des semestres où la dépression rendait difficile le fonctionnement. Mon score au ISAT était cependant élevé. Apparemment, des années à analyser pourquoi ma famille me détestait m'avaient rendu doué pour le raisonnement logique. La faculté de droit de Yale m'a accepté. Yale, l'une des meilleures facultés de droit du pays. J'ai regardé la lettre d'acceptation pendant 12 minutes, convaincu que c'était une erreur. Le premier jour de l'orientation, je me sentais comme une imposture. Tous les autres semblaient si confiants, si polis, si sûrs d'être à leur place. J'attendais que quelqu'un se rende compte que je n'étais pas à ma place, que j'étais juste la fille non désirée de criminels condamnés qui avaient eu de la chance. Mais ensuite, nous avons commencé les cours et quelque chose a cliqué. Le droit avait un sens pour moi d'une manière que rien d'autre n'avait jamais eu. C'était logique, structuré, fondé sur la jurisprudence et la raison. Il y avait des règles, et quand les gens enfreignaient ces règles, il y avait des conséquences. Contrairement à ma famille, où la cruauté avait été arbitraire et imprévisible, la loi était cohérente. J'ai excellé. Le professeur Martinson, qui enseignait le droit pénal, m'a prise à part après un cours. Avez-vous envisagé une carrière au parquet? Vous avez un talent pour ça. En fait, je pense aux droits de la famille, ai-je dit. Violence domestique, protection de l'enfance, litige de garde. Elle m'a étudié un instant. À cause de votre cas. Tout le monde à Yale savait qui j'étais. Mon histoire avait fait la une des journaux nationaux. Certains étudiants me traitaient différemment à cause de cela, soit en m'évitant, soit en me traitant avec une pitié excessive. Mais le professeur Martinson a simplement hoché la tête comme si j'avais donné la bonne réponse à une question juridique. Bien, a-t-elle dit. Nous avons besoin d'avocats qui comprennent ce pourquoi ils se battent. J'ai obtenu mon diplôme en étant 2e de ma promotion. Le major était un type brillant nommé Thomas qui allait devenir assistant d'un juge de la Cour suprême. J'étais heureuse avec la 2e place. Cela prouvait que j'étais là par mérite, pas par sympathie. J'ai réussi l'examen du barreau du premier coup et j'ai ouvert mon cabinet 6 mois plus tard. Cabinet juridique Bennett, spécialisé en droit de la famille et en cas de violence domestique. J'ai loué un petit bureau, embauché 2 associés fraîchement sortis de l'école de droit, et j'ai pris des clients qui ne pouvaient pas se permettre les grands cabinets. Mon premier cas majeur a été de représenter une femme nommée Diana, dont le mari la maltraitait depuis 13 ans. Elle avait 3 enfants et pas de travail, complètement dépendante financièrement de son agresseur. Elle est venue me voir avec un œil au beurre noir et un espoir désespéré que je pourrais l'aider à s'échapper. Nous lui avons obtenu une ordonnance restrictive d'urgence, puis avons monté un dossier pour la garde exclusive et la pension alimentaire. L'avocat de son mari était habile et cher, dépeignant Diana comme instable et manipulatrice, mais je connaissais ses tactiques. Je les avais vues utiliser contre moi. Nous avons gagné. Diana a obtenu la garde, la pension et la protection. Son ex-mari n'a obtenu qu'un droit de visite supervisé. Lorsque le juge a lu le verdict, Diana a attrapé ma main et l'a serrée si fort que ça faisait mal. Merci, a-t-elle murmuré. Merci de m'avoir cru. Toujours, ai-je dit. Je croirai toujours les survivants. Le cabinet a connu une croissance régulière. Le mot s'est répandu que j'étais bonne, que je me souciais des gens,
que je comprenais ce que mes clients vivaient d'une manière que les autres avocats ne comprenaient pas. En 3 ans, j'avais une équipe de 17 personnes, dont 5 avocats, plusieurs assistants juridiques et du personnel de soutien. Nous prenions des cas que les grands cabinets ne touchaient pas, clients pauvres, situations compliquées, des gens que le système avait laissé tomber à plusieurs reprises. Et nous gagnions plus souvent que nous ne perdions. J'ai engagé un détective privé et lui ai fait enquêter sur la relation de Rachel avec Adam. Il s'est avéré qu'Adam avait une femme et 2 enfants à Manhattan dont Rachel n'avait jamais eu connaissance. Je me suis assuré qu'elle l'apprenne, anonymement bien sûr, juste avant qu'elle ne se présente en prison. J'ai utilisé une partie de l'argent du règlement pour créer une fondation pour les victimes de violences familiales, en la nommant d'après moi. La fondation Sarah Bennett est devenue bien connue dans le Connecticut, et chaque article à son sujet mentionnait ce que ma famille m'avait fait. Leur nom était à jamais lié à la maltraitance d'enfants et à la tentative de meurtre dans les recherches Google. J'ai assisté aux premières audiences de libération conditionnelle, faisant des déclarations sur l'impact des victimes décrivant les effets continus de leur violence. Chaque fois, la libération conditionnelle a été refusée, mais après la 3e audience, j'ai arrêté d'y aller. Ils n'avaient plus de pouvoir sur moi, et je refusais de leur consacrer plus de mon temps. Les années ont passé. Mes cicatrices se sont estompées, mais n'ont jamais complètement disparu. Les migraines de ma lésion cérébrale traumatique allaient et venaient, généralement déclenchées par le stress. J'ai suivi une thérapie, beaucoup de thérapie, et je me suis lentement reconstruite. J'ai changé de carrière en utilisant une partie du règlement pour retourner à l'école de droit. Maman est morte en prison d'une crise cardiaque à 62 ans, environ 4 ans après le début de sa peine. Je n'ai assisté à aucune cérémonie. Papa a été libéré après avoir purgé sa peine complète et a déménagé en Arizona où il vivait seul dans un parc de caravanes. Rachel est sortie après avoir purgé sa peine complète de 6 ans. Elle a essayé de me contacter une fois, une lettre prétendant qu'elle avait trouvé Dieu et voulait s'excuser. J'ai brûlé la lettre sans lire au-delà de là.